Marlène Schiappa. Bonjour. Vous êtes ministre délégué chargé de la citoyenneté et vous êtes aussi écrivaine, je ne sais pas comment vous dites. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Sa façon d'être à moi, vous venez de publier ce roman chez Stock avec un titre qui dit beaucoup de ce que vous pensez en cette formule tirée d'une chanson bien sûr de Julien Clerc. Vous avez passé le week-end à Avignon, au campus de rentrée de La République En Marche. Votre force, je veux dire la force de La République En Marche, c'est qu'il y a un candidat, on le connaît, il s'est quasiment autodésigné, même s'il n'est pas officiellement déclaré. Vous avez même, au micro, dit Macron président et scandé cet espoir pour vous. C'est votre force. Votre faiblesse, c'est quoi ? Alors d'abord, merci de me recevoir. Effectivement, notre force, c'est qu'on a des valeurs communes, un projet commun et que chez nous, il y a une unanimité sur notre candidat. Il y a un plébiscite. Nous souhaitons tous et toutes que Emmanuel Macron se représente et qu'il soit notre candidat. En ce qui concerne les Macron présidents, c'est un petit clin d'œil, une petite private joke avec les 4000 marcheurs qui étaient présents. J'ai dit que je ne scanderais rien, que je ne chanterais pas au micro, mais que si la salle spontanément souhaitait lancer des Macron présidents, je n'aurais rien contre. Voilà. Ce qui d'ailleurs risque de faire passer ce meeting dans des dépenses de campagne, mais ça c'est une autre affaire. Non, c'est faux, c'est pas vrai. J'ai vu ça dans la presse, mais c'est juste pas vrai. En fait, tout le dimanche, il y a eu des slogans de cet ordre-là. La commission... la commission décidera, mais c'est pas ce slogan-là particulièrement. Votre faiblesse ? Écoutez, on a toujours des faiblesses. Moi, je crois que notre faiblesse, c'est justement peut-être d'être en tête dans les sondages et d'être très largement en tête. Et la faiblesse, moi, j'ai fait du judo et on dit au judo qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Notre faiblesse, ça pourrait être de penser que c'est gagné d'avance et de penser à la suite, à 2027 ou d'ici là à se répartir des postes pour 2022. Moi, je crois qu'une élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Respecter les électeurs et la démocratie, c'est partir du principe que les sondages ne font pas l'élection. Et donc, il faut pour ça qu'on soit très sérieux, nous construisions un projet et que nous défendions le projet de celui dont je souhaite et tout le monde souhaite qu'il soit notre candidat. La faiblesse de tous les présidents en exercice qui se sont représentés, c'est leur bilan. Ce n'est pas cette faiblesse que doit porter Emmanuel Macron et donc votre camp. Notre bilan, c'est plutôt une fierté. Avant que la salle lance des Macron présidents, j'ai d'ailleurs dressé le bilan de ce que nous avions fait, des mesures qui pourraient être considérées comme étant de droite. Je pense au Beauvau de la sécurité, je pense à notre action résolue contre l'islamisme radical, contre le terrorisme, la dissolution d'un certain nombre d'organisations, Baraka City, le collectif de Fek Cheikh Yassine, le CCIF, les Loups Gris, la NDNA. Encore cette semaine, une maison d'édition qui prêchait la haine des Juifs et la radicalisation. Et puis, nous avons fait aussi beaucoup de mesures sociétales dites de gauche, la PMA pour toutes les femmes, le Grenelle des violences conjugales, etc. Donc on passe sous silence tout ce qui n'a pas été fait ou tout ce qui a engendré des crises. Je pense évidemment aux Gilets jaunes. Tout ce qui n'a pas été fait, je pense par exemple aux retraites qui sont à venir et qui d'ailleurs, on y reviendra dans un instant, alimentent... le devoir d'alerte d'un certain Édouard Philippe, ancien Premier ministre, il alimente le débat. Le bilan, vous le considérez comme bon, très bien. Est-ce que Emmanuel Macron doit désormais se porter candidat officiellement ? Bon, ou est-ce qu'il doit laisser... c'est un sujet, parce que s'il laisse la place aux autres pour conduire le débat, ça n'est pas forcément la meilleure façon de faire la campagne. D'abord, sur la question du bilan, vous avez raison, il y a des choses qu'on n'a pas bien faites et il y a des choses qu'on n'a pas pu faire du tout. Et c'est justement pour ça que nous avons réclamé pendant ce week-end à Avignon 5 ans de plus pour pouvoir aller au bout de notre projet. En ce qui concerne la candidature, il ne m'appartient certainement pas à moi, ministre délégué, sur votre plateau ce matin, de dire quand le président de la République doit ou ne doit pas se présenter. C'est une décision vraiment très intime, personnelle. Mais quand aujourd'hui, par exemple, pour la journée des animaux contre la maltraitance, Emmanuel Macron se promène dans un refuge de la SPA, il est évidemment candidat. Il ne se promène pas, c'est un peu méprisant comme terme. Il fait un déplacement. Il déambule, il faut appeler... C'était pas du tout méprisant. Il fait un déplacement, il va... envoyer un signal politique. Non, il vient illustrer une action de la majorité parlementaire, puisque ce sont nos députés qui ont souhaité prendre une loi pour mieux protéger justement les animaux de compagnie. La lutte contre la maltraitance animale, c'est un sujet qui concerne énormément de Français, qui engage, et le président de la République, en se déplaçant, incarne justement cet engagement, qui est un engagement de notre majorité. Un des sujets débattus à Avignon, pendant ce campus de rentrée, c'était la construction de la maison commune, ce machin qui doit rassembler un petit peu toutes les composantes d'une majorité qui était unique il n'y a pas si longtemps que ça et qui commence à s'éparpiller un peu. Ça ne fait pas un peu vieille politique, ça ?
Moi, je crois qu'il ne faut pas que ça devienne justement des discussions de boutique. Donc, il y avait hier à la fois Richard Ferrand, Stanislas Guérini, mais aussi François Bayrou, nos camarades d'Agir et un certain nombre de personnes. En commun, et Territoire de progrès en commun, etc. Maintenant, moi, je crois qu'il ne faut pas que ce soit des étiquettes. Emmanuel Macron, ce qui nous a séduit, moi en tout cas, ce qui m'a séduit en partie chez lui en 2016, c'est qu'il rejetait les étiquettes et qu'il se présentait avec une nouvelle manière de faire de la politique. Donc moi, je crois que cette maison commune... Elles sont réapparues, ces étiquettes. Il y a parfois un peu des réflexes de Pavlov pour se classer, savoir si on est à gauche ou à droite. Je suis à droite de cette majorité, oui. Moi, j'ai quitté justement, j'étais de la société civile, mais j'étais dans une majorité de gauche et j'ai voulu aller à En Marche justement pour dépasser ces clivages et pour parler des sujets comme le soutien aux entreprises ou la sécurité sans qu'on me dise que je n'ai pas le droit d'en parler parce que ce serait de droite. Donc c'est pas pour me regrouper contre gens de gauche. Est-ce que ce n'est pas justement une faiblesse de La République En Marche de voir tous ces groupes, enfin ces petits partis qui essayent de se reconstituer dans le sillage d'un grand parti qui aujourd'hui est affaibli, qui a perdu beaucoup de députés et qui voit des chapelles se reconstruire? D'abord, je n'ai pas eu l'impression qu'on soit affaibli. On était quand même plusieurs milliers à Avignon ou en Avignon, selon le terme qu'on veut choisir, là ce week-end, avec beaucoup de militants, beaucoup d'associations, d'organisations. Et j'observe qu'il y a une volonté de travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire c'est des gens qui étaient là heureux d'être ensemble et qu'on a tous un projet commun, on veut le même candidat, on veut porter le même projet. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Et pourtant, pendant ce temps, Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, annonce qu'il va créer son propre parti, ce sera fait à la fin de la semaine, et alerte sur les dépenses publiques, la réforme des retraites qui n'a pas été faite, sur le projet de revenu d'engagement des jeunes, on ne sait pas très bien comment il s'appellera, mais sur le fait de distribuer de l'argent. Il a raison de s'inquiéter? D'abord, moi je respecte profondément Édouard Philippe. J'ai été sa secrétaire d'État pendant 3 ans. On a fait énormément de choses très positives ensemble, notamment le Grenelle des violences conjugales. Et j'ai le plus profond respect pour la personne d'Édouard Philippe. Et donc il a raison de s'inquiéter? C'est pas une question d'avoir raison ou tort. En fait, il a une voix singulière dans la majorité. Il est un ancien Premier ministre. Et on sait à quel point la question de l'équilibre budgétaire est une question qui lui tient à cœur. C'est sa marque de fabrique, une de ses marques de fabrique. Et il a toujours défendu l'équilibre budgétaire. Donc il n'y a pas d'incohérence chez Édouard Philippe. Au contraire, dans sa parole, il porte une cohérence dans la droite ligne de ce qu'il a toujours porté. Ça, c'est votre regard bienveillant et bien connu. Pardon, mais dans la majorité, ils sont assez nombreux à être irrités par ces prises de position. Moi, je ne suis pas irritée, mais je ne représente que moi. Je suis porte-parole de personne. Mais moi, personnellement, je ne suis pas irritée par ce que dit Édouard Philippe. Je pense qu'on doit écouter tout le monde. Et lorsqu'il lance des alertes, il a parfaitement raison. Mais je crois que le Premier ministre Jean Castex... C'est pas des leçons ? Non, je ne le prends pas comme des leçons. Et je pense que le Premier ministre Jean Castex est à pied d'œuvre, justement, pour faire en sorte de soutenir la relance économique, tout en ayant un œil très vigilant sur l'équilibre budgétaire. Donc, je ne vois pas de divergence profonde, en tout cas, de ligne sur ce sujet-là. Par votre combat connu pour l'égalité entre les hommes et les femmes, par votre poste aujourd'hui au gouvernement chargé de la citoyenneté, vous êtes, j'allais dire, au cœur de ce qui peut être fait pour répliquer à Éric Zemmour. Ça a été un autre sujet de débat, évidemment, pendant ce campus de rentrée à Avignon. Est-ce qu'il faut parler ou est-ce qu'il faut se taire face à Éric Zemmour ? C'est une très bonne question, et c'est une question qu'on s'est posée depuis 30 ans face à Jean-Marie Le Pen, puis à Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il faut répliquer, mais répliquer sur le fond. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ce qui me choque le plus dans la manière dont Éric Zemmour présente... j'allais dire ses idées, mais je ne sais pas si on peut dire ses idées, mais en tout cas dans la manière dont Éric Zemmour se présente dans le débat, c'est le manque de respect. Moi, je suis très attachée au respect, je suis d'origine corse. En Corse, le respect, c'est une valeur cardinale et non négociable. Éric Zemmour, il ne respecte pas les journalistes, il ne respecte pas ses opposants, il ne respecte pas les femmes, il ne respecte pas les faits, puisqu'il a tenu des propos révisionnistes, notamment en disant que les juifs français avaient été sauvés par Pétain. Ce n'est pas le cas, et la vérité historique le dit. Donc moi, je suis choquée par ce manque de respect. Je pense que dans le débat politique, on peut tout dire. Je crois qu'il faut répondre, oui. Et dans le débat politique, on peut tout dire et tout proposer, mais avec du respect. Éric Zemmour indique ou fait un faux suspense pour dire qu'il voudrait être candidat à la présidence de la République. Je crois que le président de la République ne peut pas être quelqu'un qui attise les haines et les divisions et qui commence par trier les gens en fonction de leur prénom. J'ai trouvé ça très choquant. Vous trouvez ça choquant ? Est-ce que vous trouvez que la réponse de la majorité était à la hauteur de cette
réaction que vous avez vous-même? Mais si vous voulez, honnêtement, je vous dis les choses très sincèrement, je pense que la difficulté dans les réponses potentielles à Éric Zemmour, c'est qu'en fait, il ne fait pas de propositions. C'est-à-dire qu'il jette des anathèmes dans le débat et on est assez en difficulté pour répondre, non pas parce qu'on serait mis à mal par ce qu'il dit, mais parce qu'il n'y a pas de proposition derrière. On fait quelques-unes. Et donc, le prénom, les reconduites à la frontière. C'est pas une proposition sérieuse, c'est une proposition qui... Non, vous ne trouvez pas ça sérieux, mais lui le dit et le répète depuis des années. Alors, elle ne serait pas constitutionnelle. Je serais très curieuse de voir la loi qui dirait qu'on interdit un certain nombre de prénoms et de voir l'avis du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sur cette dite loi. Je suis à peu près certaine que ça ne passerait pas les fourches codines du Conseil constitutionnel. Je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans le débat. Et en plus, sérieusement, je pense qu'il n'y a aucun Français au monde qui se réveille en disant vivement qu'on interdise tel ou tel prénom. Ce n'est pas ça qui va améliorer la vie des Français. Lorsqu'on entend un certain nombre de gens, de droite ou pas d'ailleurs, dire... Bon, après tout, Éric Zemmour dit avec beaucoup d'excès ce qu'un certain nombre de gens pensent tout bas. Est-ce que ce n'est pas le signe de l'échec de la politique actuelle? Moi, je crois qu'Éric Zemmour, en fait, si vous voulez, on nous interroge beaucoup dessus et c'est normal, mais je crois qu'Éric Zemmour, c'est pas tellement le problème de la majorité présidentielle, c'est surtout le problème du parti Les Républicains, puisqu'on observe dans les sondages que c'est chez l'électorat Les Républicains et un petit peu chez l'électorat de Marine Le Pen qu'il va prendre des voix, et ce sont eux qui ont du mal à se positionner. Vous êtes sûr que dans l'électorat d'Emmanuel Macron, personne ne dit après tout... il a peut-être raison sur le fait que, par exemple, les reconduites à la frontière, prenons cet exemple, 0,3% de reconduites à la frontière par rapport à ce qui est décidé par la justice, est-ce que ce n'est pas un échec absolument patent de votre politique? Mais qu'il faille absolument tout faire pour faire exécuter les décisions de reconduite à la frontière, ça nous en sommes tous convaincus dans la majorité. C'est le travail que mène Gérald Darmanin pour faire en sorte que les OQTF soient véritablement exécutés. Pour l'instant, c'est un échec. Et c'est d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est un échec de tous les gouvernements depuis des années. Et nous sommes les premiers à prendre le sujet à bras-le-corps. Il y a eu d'abord une tournée diplomatique de Jean-Yves Le Drian, et ensuite, récemment, vous avez vu que nous avons pris des décisions sur les visas pour engager un rapport de force et obliger des pays comme l'Algérie, le Maroc et d'autres à reprendre leurs ressortissants. Donc il y a des actions qui sont menées par le gouvernement très claires. Notre objectif, il est très clair. Justement, ces actions provoquent beaucoup de tensions entre la France et l'Algérie en particulier. C'est quoi? C'est une gesticulation inutile du gouvernement algérien? Non, je ne me permettrai pas de dire ça. L'Algérie, c'est un pays partenaire et qui a une histoire forte liée d'amitié avec la France. Un système politico-militaire construit sur la persistance mémorielle de la guerre, dit Emmanuel Macron. Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que nous devons réussir à sortir justement de cela. Et nous avons voulu prendre cette décision sur les visas pour engager un rapport de force. Je vois que ça réagit du côté de nos amis algériens. Et donc maintenant, il va falloir trouver une solution pour que les OQTF soient exécutés. Moi, personnellement, vous avez rappelé mes anciennes fonctions. Je n'admets pas qu'une personne qui est radicalisée ou qu'une personne qui a été condamnée pour des faits de violence conjugale et qui n'est pas citoyen français reste sur le sol français. Et quand on me dit que c'est trop de droite ou que ce serait pas assez de gauche que de dire cela, j'invite à regarder ce qui se passe au Canada. Est-ce qu'on pense qu'au Canada, une personne qui a été condamnée pour des faits de violence conjugale et qui est d'une autre nationalité que la nationalité canadienne, on la tolère sur le sol canadien? Non, ce n'est pas le cas. Donc il faut des résultats vite maintenant? Absolument. Merci beaucoup, Marianne Chabat. Merci à vous.